Pourriez-vous définir, Oui. s'il vous plaît, le concept d'indigène? Oui, alors, le concept d'indigène, il faut d'abord revenir sur les catégories raciales. Alors, quand on dit blanc, donc la notion de blanc apparaît au XVIIe siècle en Amérique du Nord, donc dans les colonies britanniques et les Antilles britanniques. Et c'est une construction identitaire qui va se construire par opposition à celle de nègre dans un mouvement de fort développement de la déportation esclavagiste de populations africaines. D'accord? Donc le blanc va se définir par blanc, disant par là, je suis donc pas noir. Donc dès le départ, le mot blanc est un euphémisme de race. Au 19e, à la fin du 19e, ça devient un euphémisme de race. Quand on dit noir, c'est une manière euphémisée de dire race noire. Ok? Bon. Alors, la question, ça, ce sont ce qu'on appelle des catégories, des définitions substantialistes, c'est-à-dire qu'elles prêtent une substance, une essence au corps. Tu es noir, donc on en infère toute une série de propriétés. Tu es musulman, donc on en infère de manière explicite ou implicite. Bon. Donc, lorsque nous avons dû, nous, enfants de l'immigration, qui n'étions plus immigrés, définir une manière politique de parler de nous et parler de l'autre, un certain nombre de gens ont parlé du concept d'indigène pour, d'une part, rappeler l'histoire coloniale de notre présence ici. L'indigène fait référence au code de l'indigénat, qui était le régime d'exception qu'avaient les populations indigènes, au sens français du terme, ça veut dire natifs du pays. Donc, qu'il y avait par exemple dans différents empires coloniaux, la Belgique au Congo, l'Espagne, la France, il y avait un code de l'indigénat qui était le statut d'exception, l'ensemble des règles, des droits qui s'appliquaient aux Algériens non français ou non premièrement français. Okay. Alors, nous, indigènes, refusons une définition substantialiste de nous-mêmes. Nous disons que ce que nous sommes ou ce sur quoi nous battons, c'est que nous constatons que nous sommes des citoyens de seconde zone, que nous n'avons pas la légitimité que pour penser la société, le droit, les valeurs, que notre intelligence, notre manière de voir est déconsidérée, et donc nous définissons l'indigène par rapport au blanc, mais nous ne disons pas blanc de la même manière que le blanc s'appelle blanc. Quand le blanc dit blanc, il dit race blanche. Quand moi je dis blanc, je dis un corps qui a un privilège par rapport à moi. Et quel est ce privilège? C'est que lui a la légitimité. C'est un corps qui est légitime dans la société pour dire le bon, le beau, le juste, le vrai, sans que l'on remette en cause sa généalogie. Okay? Parce qu'en réalité, ce n'est pas tant de l'islamophobie dont nous souffrons que de migraphobie. Okay? Donc, l'indigène, c'est quoi? C'est un citoyen de seconde zone. Et pourquoi nous battons-nous? On se bat pour ne plus être des indigènes. On se bat pour dire, par exemple, j'ai le droit d'être islamiste et de participer aux élections. J'ai le droit de revendiquer des mosquées. J'ai le droit de penser que la mosquée au milieu du village, c'est aussi légitime que l'église. J'ai le droit de revendiquer. J'ai le droit de demander. Ça ne veut pas dire que je demande qu'on me le donne. Après, c'est la politique. La différence entre légitimité et rapport politique est celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'indigène, s'il demande par exemple un plat halal sur son lieu de travail, on lui oppose, on lui dit tu n'as pas le droit de demander ça. On ne lui dit pas on va voir, ah désolé, on ne sait pas le faire, on n'a pas le budget. On ne dit pas ça. On dit mais non, laïcité, non, tu n'as pas le droit de demander ça. Quelle est la condition de l'indigène aujourd'hui en Le racisme. Ou en France? Ah, quelle est la condition? La condition de l'indigène. Bien, la condition, c'est d'être
C'est-à-dire nous vivons dans des sociétés structurellement racisées. Cela veut dire la chose suivante. Ça veut dire qu'en Belgique ou en France, si je prends le taux de chômage, si je prends l'accès à l'emploi, si je prends l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès aux beaux quartiers, l'accès à la parole publique, l'accès au financement de la culture, eh bien, quelle que soit la grandeur que je mesure, je pourrais tracer une ligne qui subdivise en deux. D'un côté, les descendants de l'immigration coloniale, post-coloniale, pardon, et les blancs. Les blancs gagneront toujours en moyenne plus. Les blancs vivront toujours dans de plus beaux quartiers, ils auront de plus beaux logements, ils auront moins de maladies, ils seront mieux soignés, ils auront... Quoi que vous me disiez, ils auront plus, cette structure. Ah, c'est clairement établi dans les chiffres. D'ailleurs, pour la France, c'est très bien établi. Il suffit d'aller sur les statistiques de l'INCE et vous avez ces statistiques-là. Elles existent. Et pour la Belgique? Elles se mesurent aussi, elles se vérifient. Elles se mesurent tout à fait. Les taux de pauvreté, par exemple, certaines études font valoir des taux de pauvreté dont vous les trouverez sur le net. Sur les belgo-marocains, certaines études affichent des taux de pauvreté de 56%, pour les belgo-turcs de 59%. Le taux de chômage des Marocains est inférieur au taux de chômage des belgo-marocains. Mais le taux de chômage des Marocains est de mémoire 3 fois celui des nationaux. Donc, quelle que soit la mesure que vous considérez, le salaire, la carrière professionnelle, l'accès à l'emploi, il n'y a pas une seule grandeur sociétale qui ne montre pas un net privilège pour le blanc. Et qu'est-ce qui explique ça? Le racisme, la structure racisée de la société. De la même, mais c'est valable pour les femmes aussi. Comment se fait-il que ce racisme tende à se perpétuer génération Parce que la société se reproduit. C'est le propre d'une société que de reproduire ses privilèges. D'accord. Toutes les sociétés fonctionnent comme ça. Les sociétés sont des organismes vivants. C'est un peu plus complexe. Ce sont des systèmes vivants, pardon, c'est plus juste, qui tendent à se reproduire. Elles ne sont pas condamnées à se reproduire. Elles ne se perpétuent pas indéfiniment. Mais elles ont une tendance forte à la reproduction. Et si vous ne venez pas avec des luttes sociales qui viennent tenter de dévier de leur trajectoire ces systèmes, ils se reproduisent. Est-ce que vous avez des pistes pour que la communauté indigène puisse s'en sortir? Une solution pour la communauté? En gros, quelles sont les conditions à l'organisation politique des indigènes? D'accord, bon. Écoutez, il n'y a pas de prêt à faire en termes en matière de révolution ou de contestation sociale. Mais il y a en tout cas, je pense, 3 questions à laquelle nous devons être particulièrement attentifs. La première, ça peut paraître une lapalissade, mais il faut malheureusement ne cesser de le rappeler, il faut d'abord se révolter. Les indigènes, s'ils veulent s'émanciper de leurs conditions, doivent se révolter et sortir de cette participation à leur propre domination qui consiste à penser que le dominant de lui-même, par amour ou compassion, va venir vous émanciper pour vous. Ça, aucune lutte sociale ne le fait. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de se révolter. C'est-à-dire qu'à la seconde où une communauté, en imaginant parce qu'il y a eu des exemples concrets, par exemple, moi je parle pour la Belgique, il y a eu des cas de figure où des petites manifestations avaient suivi en plus les procédures légales en demandant l'autorisation qui parfois est refusée pour des motifs. Donc les moyens qu'ont les indigènes pour se révolter aujourd'hui sont limités déjà à la base par l'autorité, mais en plus de ça, on a l'impression que la réaction du système va être disproportionnée, ce qui décourage les indigènes de se révolter. Alors la première chose, les formes de révolte sont nombreuses. Elles peuvent s'exprimer par l'art, par la culture, par l'écriture, par les formes de contestation, de socialisation. Donc il
il revient à l'indigène de penser sa lutte qui est une lutte de guérilla, au sens idéologique du terme. Il ne faut pas attendre que le blanc nous mette le tapis rouge pour qu'on se révolte. Bien sûr qu'il nous mettra des bâtons dans les roues. La question est, cessons de critiquer les blancs parce que nous n'avons aucun levier sur eux dans cette première partie de l'équation, dans celle-là première, donc je vais développer 3 points. Donc je reviens parce que ce serait peut-être bien que tu me laisses aller jusqu'au bout pour après revenir si tu le veux, ou sinon on n'aura pas une image d'ensemble. Donc la première, c'est celle de la révolte des indigènes. Mais évidemment, cette révolte va être empêchée, voire réprimée. Bon. Il n'y a aucune révolte et il n'y a aucune émancipation qui ne paye pas le prix de la répression. Aucune. Oh oui, c'est un prix à payer, oui. C'est un prix à payer et il faut s'organiser collectivement pour qu'il soit le plus faible possible par individu. Mais encore une fois, aucune émancipation, quelle que ce soit, n'est venue ni du dominant, ni avec les encouragements du dominant. Ce que vous faites ici est une forme de résistance. Voilà. Je passe chez le Cercle des volontaires, pas à la RTBF. Mais on résiste quand même et on se bat. Donc moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus attentif à regarder ce sur quoi nous avons levier, c'est-à-dire nous, collectivement, parce que en termes de production d'intelligence collective et de pratique collective, nous pouvons faire mieux, beaucoup mieux. Nous pouvons également nous nourrir d'autres formes de lutte, d'autres minorités qui ont réussi. Nous pouvons voir quelles sont les pratiques que nous pouvons aller chercher elles pour les adapter à nos propres luttes. Donc, il faut de l'intelligence. La première chaîne, elle est idéologique. Et se battre dans le monde des idées, a priori, ne nécessite pas d'être très très riche. Je veux dire, on peut être réprimé, oui, bien sûr, mais... Ça nécessite d'avoir le capital culturel. Bien sûr, et la condition ça nécessite d'avoir des intellectuels, et toute une série de conditions. Donc, je ne suis pas en train de dire « il y a que », ça n'existe pas ça non plus, il y a que. Il y a des conditions, ça oui. Cette première condition, vous serez d'accord, c'est pour ça que je disais, ça a l'air d'être la palissade, mais ça ne l'est pas. S'il n'y a pas de révolte, il n'y a pas d'émancipation. Bon, alors tu es en train de me dire que c'est difficile la révolte. Oui, il y a effectivement une répression et il y a une inertie du système. On peut donc réfléchir les conditions d'une révolte efficace. Et les conditions d'une révolte efficace, à tout le moins, c'est d'être mieux ensemble que séparément. C'est d'avoir un peu de développer une bienveillance trop souvent absente entre les indigènes, à gérer collectivement les luttes intestines qui font souvent des ravages, voire qui peuvent être amplifiées ou encouragées par les dominants. Mais nous ne sommes pas obligés de jouer le jeu. Et ça ne demande pas d'être un pétromonarque ou Rothschild que pour pouvoir se donner les moyens de cette lutte-là. Il suffit d'aller les chercher, même j'ai envie de te dire, il suffit d'aller les chercher chez nos valeurs traditionnelles, celles que nos parents nous ont inculquées. Le souci du plus fragile, le souci du groupe et au sein propre de nos valeurs culturelles que l'on peut également mobiliser. Donc j'ai envie de te dire, en tout cas, il faut réfléchir les conditions de l'action collective, au minimum réfléchir les conditions de l'être ensemble, comment des indigènes peuvent être mis ensemble, ce qui est déjà très difficile entre nous, sans faire partie exactement de la même chapelle. Ça veut aussi dire penser la pacification du champ indigène, comment dépasser les luttes intestines, les conflits de chapelle et ainsi de suite. Pour aller court, je ne développe pas plus, pour faire court, parce que l'entretien je commence à être un petit peu fatigué. Physiquement, j'entends, c'est très intéressant, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc la deuxième, c'est le travail que peuvent faire les Blancs décoloniaux chez eux, entre eux. Et là, j'en appelle à tous les Blancs qui se revendiquent de l'antiracisme, du progressisme, des luttes d'émancipation. Je leur dis à eux, vous avez un travail à faire auprès des autres Blancs. Moi, je n'ai pas envie de faire des concessions. Le système m'écrase et
Je n'ai pas envie de faire comme si, je n'ai pas envie de reléguer ma douleur. Ma douleur m'occupe. Le système me fait mal et j'ai mal et je dis que j'ai mal et j'ai pas envie de faire des efforts avec celui qui me fait mal. Mais par contre, si toi là, qui te prétends être mon ami, qui a des privilèges que je n'ai pas, toi par contre, tu peux interpeller le blanc triarcat, ceux qui ont les mêmes privilèges que toi, pour au moins le dénoncer. C'est-à-dire que je ne demande pas aux blancs de lutter pour l'égalité. Ça, c'est beaucoup trop facile. Je ne demande pas aux blancs de lutter contre le de lutter pour l'égalité. Je demande aux blancs qui se revendiquent de l'antiracisme de lutter contre les privilèges blancs. Parce que c'est tellement facile quand on est blanc de lutter contre le racisme. C'est tellement confortable. C'est tellement confortable de jouir des privilèges dans sa vie de tous les jours de blanc et en plus de s'offrir le luxe de se définir comme antiraciste. Non. Si tu veux être un blanc décolonial, si tu veux mériter, si tu veux que je te respecte comme antiraciste, tu prends des coups, tu viens aux barricades et tu te bats contre les autres blancs. Ne te bats pas à ma place pour l'égalité, ça je le fais. Ne te mêle pas de l'égalité. Bats-toi contre les privilèges. Et à ce moment-là, je te reconnais comme frère de lutte. Donc là, c'est l'appel que je fais aux blancs décoloniaux qui veulent mériter le respect de l'indigène comme véritable antiraciste. Et enfin, la troisième dimension, c'est celle de l'articulation. Les indigènes sont minoritaires. D'accord? Prenons par exemple le cas de la Belgique. C'est quoi les indigènes en Belgique? Je dirais que à peu près la grande majorité des étrangers vivant en Belgique, ça fait quoi, 10% de la population, sont des Européens, d'accord? Pardon, l'indigène aussi européen, mais est originaire d'une immigration intra-européenne, c'est ça que je voulais dire. Et donc, les indigènes, au sens d'enfants de l'immigration post-coloniale, au sens formel du terme, parce qu'en réalité, on peut facilement montrer qu'il n'y a jamais eu de décolonisation, mais une décolonisation formelle, mais simplement formelle. Au sens du postcolonialisme formel, nous représentons 1, 2, 3, 5, allez, 5, 6%, 10%. Et c'est notre change, j'ai envie de dire. C'est en ça que nous pouvons être utiles à la société. Nous pouvons être utiles à la société parce que nous ne pouvons nous émanciper qu'en portant les intérêts de toute la société. On ne peut pas s'émanciper en portant que nos simples intérêts parce que nous sommes une petite minorité. C'est-à-dire concrètement, si je n'arrive pas à convaincre le blanc, pour que le blanc accepte l'idée que j'ai le droit, quel intérêt? Je veux dire, le racisme est aujourd'hui dominant comme manière de penser. OK? Le blanc pourrait te dire quel intérêt, moi qui ne suis pas victime de racisme, de me battre contre le racisme. Quel intérêt? Pourquoi demander aux blancs de se battre contre le racisme alors qu'il n'en est pas victime, dans sa perception des choses? Pour éviter les contradictions internes qui pourraient vivre. Oh, les contradictions, on les monte vite. Fourest, elle ne s'embarrasse pas de contradictions. Et la majorité de la population, tu demanderais est-ce que Fourest est raciste, elle te dirait non. On peut très bien ne pas les voir, les contradictions. On peut très bien... Non, la contradiction... Nadine Morano qui disait il n'y a pas longtemps qu'elle n'était pas raciste puisqu'elle aimait le couscous. Donc tu vois, donc non, ça c'est pas un problème. Le problème c'est que les minoritaires ne peuvent... En réalité, les minoritaires deviennent majoritaires lorsqu'ils s'allient. La moitié de la majorité au sens mathématique du terme, quand je dis minoritaire, c'est au sens de Deleuze. Minoritaire ne veut pas dire, et ça veut bien souvent dire minoritaire au sens mathématique du terme, mais ce n'est pas spécialement le cas. Les femmes sont des minoritaires dans notre société, mais elles constituent... En termes de nombre. Alors, maintenant, si on prend les femmes, les indigènes, les chômeurs, et ainsi de suite, tous les groupes minorisés de la société, on arrive à la grande majorité de la société. Et ça, quand on fait comprendre ça aux Blancs, là, on est des outils puissants. Et donc ça, c'est la question de l'articulation. Donc nous ne devons pas mener, en termes de stratégie d'ailleurs, en termes à la fois de stratégie et en même temps d'esthétisme. Il faut qu'on soit beau aussi dans nos valeurs. Il faut qu'on soit grand, noble, ou pas noble, plutôt populaire, dans le sens de la beauté du peuple. Il faut que nous soyons beaux dans nos valeurs. Il ne faut pas qu'on triche avec nous-mêmes. Il faut qu'on le tire. Non, mais attends, j'ai pas fini. Le dialogue alors. Non, j'ai pas fini. Attends, je termine l'idée. Donc, 3 éléments. La révolte des indigènes,
la solidarité des Blancs, des coloniaux, s'ils veulent mériter le titre d'antiraciste, et l'articulation. Alors, il faut développer non pas le dialogue, mais l'articulation avec les consciences qui sont prêtes parmi les milieux minorisés. Exemple, le féminisme dominant est islamophobe, mais il y a des tas de féministes qui dénoncent le féminisme dominant et qui dénoncent l'islamophobie. Donc nous pouvons avoir des alliances avec les féministes qui, au sein du féminisme mainstream, ne sont pas islamophobes. Avec les juifs, il y a des tas de juifs qui sont antisionistes, et donc il faut casser l'antisémitisme. Il faut, si tu veux, pourquoi est-ce que je dis les juifs? Je dis parce que les juifs sont présentés par la doxa comme un groupe qui existe à l'état naturel, ce qu'il n'est pas. Je veux dire, il y a un intérêt, il y a une alliance objective entre les sionistes et les antisémites, c'est de faire des juifs un groupe. Les sionistes ont intérêt à construire une identité de juive première, c'est évident, mais les antisémites font la même chose. Bon, les juifs, comme toute la population, quand je dis comme juifs, c'est pas comme tous les gens qui se disent juifs, parce qu'il ne faut pas non plus faire de l'assignation identitaire. Les gens qui se disent juifs sont traversés par des oppositions politiques, culturelles, et n'oublions pas les juifs arabes, par exemple, ou les juifs iraniens, ou les juifs marocains. Tous les juifs ne sont pas blancs, tous les juifs ne sont pas occidentaux. Donc, la question de l'articulation, elle ne passe même pas par le fait de convaincre d'autres minoritaires. Ils existent déjà. Ils existent déjà. Moi, hier, je faisais une discussion avec Didier Lestrade, qui était une figure du mouvement LGBT. Lui, je n'ai pas dû le convaincre que le problème premier aujourd'hui du racisme, de la société, c'est le racisme. Il le sait, il l'a compris. Et il est d'accord qu'il faut... Lui, il est prêt à se battre avec moi contre Fourest. Je ne dois pas le convaincre. Par contre, si je veux lui faciliter la vie, je ne dois pas être moi-même homophobe et participer de son oppression à lui. Je ne peux pas lui demander à lui de ne pas être islamophobe et moi devenir homophobe. Je ne peux pas lui demander à lui d'être solidaire de la violence qui m'est faite et moi participer de la sienne. Il va me dire, soyons de bon compte, attends, tu me fais ce que tu me reproches. Donc, il faut un peu savoir ce qu'on veut faire. Et donc, moi, je dis à tous les indigènes qui peuvent être séduits, et je sais qu'ils sont une minorité, celles qui s'intègrent justement, parce que pour moi, les indigènes qui sont antisémites sont des indigènes qui s'intègrent dans le système, justement, c'est-à-dire qu'ils reprennent le discours dominant. Plutôt qu'être islamophobes, ils sont antisémites. Mais islamophobie et antisémitisme, c'est encore une fois le même type de discours, c'est le même type de scénario. C'est les mêmes lunettes pour lire le monde, en fait. Donc voilà, 3 points. La question de la première est essentielle, c'est la question de la révolte. Il n'y a aucun groupe, je le répète parce que c'est vraiment important qu'on me donne un contre-exemple, il n'y a aucun groupe qui se soit émancipé sans commencer d'abord par taper du poing sur la table et de taper fort. Il y a. Deuxième chose, aucun groupe ne s'est émancipé sans mettre les expressions les plus radicales devant. Ce n'est pas les plus modérés qui initient l'émancipation, c'est les plus fous, c'est les plus radicaux. Les Black Panthers, ils avaient des tripes. Ils sont morts pour leur lutte. Et les Black Panthers, ce n'était pas de l'antiracisme de salon. Ils constatent que la violence de la répression policière, eh bien, ils s'arment et ils vont à côté des flics. Et ils les observent. Il faut quand même un sacré courage pour faire ça. Mais un simple exemple, oui. En Belgique, nous en avions discuté avant l'interview. Oui. En Belgique, il y a eu le cas d'un homme qui avait, j'ai oublié son nom, qui avait voulu organiser une milice, je crois que c'était dans le début. C'est Abu Jaja, dans la Ligue arabe européenne. Voilà. Et c'était exactement le problème. Il ne voulait s'armer que de caméras. Oui, tout à fait. Pour filmer les exactions et les violences policières à Anvers. Oui. Il y a eu une mobilisation derrière cet homme. Oui, très faible. Très faible. Je crois dans l'histoire de l'indigène, s'il y a un indigène qui a été lynché de manière plus... Non, c'est pas vrai ce que je dis. Il fait certainement partie des indigènes qui ont été les plus réprimés dans ce pays dans l'histoire récente depuis 20 ans. En fait, Abu Jaja
est à la Flandre ce que chicha est à la partie francophone du pays, je dirais. Mhm. Ça a été exactement le même genre de type. C'est-à-dire que voilà un type qui n'est pas islamiste ou religieux ou quoi que ce soit, qui a priori a refait ce que les Black Panthers avaient fait, mais c'est plus ou moins la même chose parce qu'il n'était pas interdit pour les Black Panthers d'avoir une arme. Donc ils utilisaient leur droit constitutionnel. Ils avaient tout à fait le droit de porter une arme à condition d'être à une certaine distance de la police, de la même manière que Abu Jaja avait le droit constitutionnel de. Et donc Abu Jaja ou la Ligue arabe européenne prend acte du fait que le Vlaams-Belang explose à Anvers, puisqu'à l'époque, je crois qu'il a fait une voix sur 3 si ma mémoire est bonne, et constate une violence policière, et simplement, effectivement, ils font un travail de veille. Nous aurions dû le soutenir et nous ne l'avons pas fait. Mais il a été condamné Oui, non, par il a la été... justice, alors qu'il n'y avait Je me sou- aucun... Ah oui, mais... aucun élément Non, mais en fait attends. qui permettait de le Si condamner. si ton argument est de dire que s'il y a lutte, il y a répression, et donc il ne faut pas lutter, ben Non, c'est pas ça. C'est quoi pas ça. C'est C'est que quand il y a lutte, Oui, il y a et répression. si c'est quelque chose qui est capable d'ébranler véritablement le système, d'accord, j'ai l'impression, moi, à titre personnel, que on ne joue plus, que les règles du jeu peuvent changer à l'instant même. Ils te poussent à la faute. Alors ils attendent la faute et la répression est d'autant plus forte. Mais prenons Gandhi. Gandhi, il s'est fait tabasser quelques fois. Hein. Il a pris des risques. Il allait manifester à face de gens qui voulaient le tabasser. Des fois, il s'est fait tabasser. Mais Gandhi n'a pas perdu. Martin Luther King, quand il faisait défiler des Noirs dans la rue, bon, il est mort, mais il n'a pas perdu. Il a été assassiné, Martin Luther King. A-t-il perdu sa lutte? Non. L'a-t-il gagné définitivement? Non plus. Mais il n'a pas perdu. On ne peut pas dire qu'il a perdu. Donc j'ai envie de te dire, une cause désespérée, la plus désespérée fût-elle, tant qu'elle dure, c'est toujours une victoire. D'accord. Et donc, j'ai envie de te dire, oui, c'est la répression, c'est le coût à payer, il faut le savoir. Eh bien, maintenant, Abu Jaja, il est chroniqueur dans The Standard, qui est un des principaux journaux de langue néerlandophone. Donc voilà. De la même manière qu'un Fouad Belkacem a été condamné pour de fausses, pour des éléments qui ne justifient pas en tout cas autant d'années. Oui, il a. Abu Jaja avait été condamné et je crois même exclu de la Belgique temporairement. Je crois qu'il a quitté. Je ne connais pas bien son histoire, mais alors qu'il n'y avait rien, il y avait non, aucun mais élément. attends, parce que là on est en train d'avoir un faux débat. Si tu es en train de me dire que ces gens ont subi une répression injuste, il n'y a pas besoin d'avoir de débat, oui, tout à fait. Je ne dis pas le contraire. Et si la question, si tu es en train de me dire, est-ce que c'est le coût à payer, est-ce que c'est un argument qui invalide le fait qu'il faut se révolter, la réponse est non. Okay. Pour clôturer la question, sinon on va tourner en rond, tu vois. Mais non. Mais attends, sinon c'est tautologique. Tu es bien d'accord pour dire que si tu veux une émancipation, tu as besoin de te révolter. Voilà. Est-ce que la révolte, j'ai envie de te dire que la répression, dans certains cas, est même un indicateur que ta révolte est bonne. Si j'ai embrasé la Belgique avec la burqa blabla, avec la burqa Pride, c'est que ça veut dire que c'était dans le bon. Okay. Je veux dire, si tu fais une action de contestation et que le pouvoir te donne des roses et qu'il te félicite, tu as bien compris que tu ne peux certainement pas reparler de subversivité. Si après la burqa Pride, le soir avait titré Souhail Chicha un exemple d'intégration, tu es bien d'accord que tu m'aurais pas pris de très... Tu m'aurais dit, oui. Ben voilà. Ouais. Donc oui, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de l'intelligence, ça ne veut pas dire qu'il faut bien sous-peser le pour et le contre. Moi, si j'avais su que je déclencherais en appelant à la burqa Pride, quand je dis bien appeler, parce que je m'en suis ni le porte-parole ni l'organisateur, j'ai appelé à une assemblée générale et cette assemblée générale a décidé des formes et du fond de la burqa Pride. Donc je ne suis pas le chef ou le porte-parole ou le responsable ou un droit particulier sur la burqa Pride différent ou supérieur à celui qui ont participé. Donc mon seul mérite a été d'appeler sur Facebook à dire Fourest arrive, c'est la seconde fois, c'est suffit maintenant, il faut qu'on le dénonce. Voilà, pour cette action-là, donc je me suis retrouvé, on le rappellera peut-être dans un truc parce que il faudrait peut-être qu'un jour... Dans un prochain D'accord, il faudrait. Et donc,
qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Mais, donc c'est bien la preuve qu'on a fait mal au système, c'est arrivé. Ah oui, donc, si j'avais su que je déclencherais une telle folie, je ne l'aurais pas fait. Mais si j'avais su que je déclencherais une telle folie, j'aurais jamais fait mes études à l'ULB, j'y aurais pas travaillé. Et Ça, j'ai du mal à mais comprendre. écoute, si quelqu'un m'avait dit, Souhail, tu es à l'ULB, tu y as fait tes études, tu y as fondé un cercle des études en arabe européen, tu as été le premier à recevoir le prix d'humanisme de l'ULB, j'ai été le premier récipiendaire de ce prix, j'étais une figure connue à l'ULB, je faisais des conférences au minimum une fois par mois. Si on m'avait dit que le fait de participer à une action qui était connue des autorités, qui ne me l'avaient pas interdit, qui était autorisé implicitement. Donc moi, ce que l'université m'avait dit, c'est Souhail, s'il n'y a pas de violence, s'il n'y a pas de souci, qu'est-ce que tu réclames? Je dis, écoutez, moi, ce que je voudrais, en rêve, j'aurais voulu que vous ne l'invitiez pas, mais visiblement, je prends acte que ça ne va pas, mais au moins qu'il y ait un débat contradictoire. Pas pro domo, ce n'était pas moi comme débat contradictoire. Nous avions invité, proposé des tas de personnes. Si on m'avait dit que ça, j'allais être dénoncé par l'avocat de l'ULB comme un intégriste islamiste et faire l'objet d'une couverture de l'ensemble de la presse et faire... Attends, parce que là, on est vraiment en plein dans les sujets. Oui, mais je termine. Et dans le monde, là, je me t'aurais dit, mais non, t'es fou, t'es parano, quoi, là. T'es parano. Parce que je crie burqa babla, on va m'interroger dans le monde et je veux devenir l'ennemi public numéro 1. Tu exagères. Pourtant, ça s'est passé. Donc, j'ai envie de te dire, peut-être que pour me protéger, et peut-être que beaucoup font ça, j'avais sous-estimé la bêtise blanche. Erreur que je ne ferai plus. Encore une dernière question, Ouais. au risque de me répéter, et je crois que c'est le cas d'ailleurs, si on reprend les 3 étapes, Ouais. donc des éléments, donc les 3 étapes qui peuvent amener à une amélioration, Qui participent, participer de la condition, à une amélioration de la condition de vie des indigènes. Est-ce que ces éléments, d'un point de vue chronologique, est-ce que c'est interchangeable? Est-ce qu'on ne peut pas espérer, ou au moins que d'un point de vue chronologique, est-ce qu'on ne peut pas espérer de simultanéité entre... Non, c'est synchrone, ça doit être fait en parallèle, c'est pas mutuellement exclusif, c'est une articulation. C'est une articulation. Ah oui, c'est une articulation, il faut le faire en même temps. On ne peut pas le faire en même temps, mais par exemple, soyons intelligents. Quel est notre premier problème en tant qu'indigène? Tu demanderais ça à n'importe qui dans la rue, il te dirait c'est l'accès à l'emploi, bref, c'est le racisme. Bon. Il faut aussi ne pas faire l'erreur d'un certain nombre de marxistes. Le monde des idées est un monde de lutte. Ce qui se joue dans le monde des idées a des implications dans le réel. Donc au niveau idéologique, il faut être solide, bétonné, fort. Tu ne peux pas, par exemple, tu peux pas dénoncer le racisme et toi-même être raciste. Tu as l'air d'un con. Il faut savoir ce que tu veux. Tu ne peux pas dire « je veux avoir le droit d'être antisémite » pour aller dire « t'es islamophobe ». Il faut être cohérent, sinon on va te prendre pour un con. D'accord? Donc, ces choses se font en parallèle et se nourrissent l'une l'autre. Par exemple, parlons platement. Un certain nombre de gens pensent que, et pas exclusivement des Blancs d'ailleurs, pensent que les indigènes sont homophobes. Moi, je ne crois pas que les indigènes sont homophobes. Ou je dirais, je ne crois pas que les indigènes sont plus homophobes ou moins homophobes ou se distinguent clairement des Blancs à milieu socio-économique ou socio-culturel équivalent. OK? Mais je pense que les mouvements gays, il y a des choses où on peut aller voir de ce qu'ils ont fait et qui ont marché. Les gays ont réussi. Eux, ils se sont émancipés. Ils ont trahi aussi. Ils ont trahi, les LGBT ont trahi, des figures comme Fourest ou Nadia Gerst en Belgique ont trahi parce que, d'une part, elles se sont émancipées, mais également au prix de la participation du racisme. Donc, certains d'entre eux ont payé, si tu veux, leur place au prix d'exécuteurs de mauvaises œuvres, si tu veux. Ils ont fait le sale boulot, quelque part, où ils font actuellement le sale boulot. Mais pas tous. Et personne ne nie aujourd'hui qu'être un gay en France ou en Belgique aujourd'hui, c'est vachement plus facile qu'en 1960.
Ben voilà, donc en un demi-siècle, ils ont fait du chemin. Eh ben, on peut aussi voir ce qu'ils ont fait et se dire, tiens, ça c'est pas mal. Par exemple, les apps, ça c'était intéressant, les apps. Les apps, c'était des actions contestatives ou la Gay Pride. La Gay Pride, le jour où on fera un Burqa Pride ou un Arab Pride ou un Islam Pride et qu'on mettra dans la rue 100 000 personnes, là on gagnera. Parce que le système va dire, oula, 100 000 personnes, là on a intérêt à négocier. Donc le système a une forme d'intelligence, il te réprime, mais il a un souci de l'efficacité. S'il pense que, et si tu peux l'amener à penser, si tu l'amènes à penser que il y a, ou il peut, si tu veux, mieux gérer la situation, le rapport de force sans faire la répression, il ne la fait pas. Le système a de l'intelligence, ce n'est pas juste une grosse brute qui, tu lui tapes sur l'épaule, il vient avec sa matraque. Donc, le jour où tu auras 100 000 personnes, le jour où, lorsqu'une femme musulmane, une femme qui porte le voile se fait agresser, tu as 100 000 manifestants qui descendent dans la rue, crois-moi, tu n'auras plus de seconde femme qui se fait agresser par le port du foulard. Voilà. Ça, est-ce que nous sommes 100 000 en France ou en Belgique? Oui. En Europe, nous sommes 100 000. L'avons-nous fait? Non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais fait? Bon, pas tout à fait, il y a eu la marche pour les beurs. Mais le système est aussi intelligent, il réagit. Par exemple, la marche pour les beurs a été récupérée. Oui, mais elle n'a pas été réprimée, elle a été récupérée. Donc, tu vois, le système est intelligent. Si à l'époque, nous avions eu des intellectuels en suffisance, qu'on pourrait, attention les gars, nous, notre boulot, c'est dans le monde des idées, et là, on voit que vous allez vous faire entuber. Attention, au niveau idéologique, il y a quelque chose qui se passe. Et là, ah, ok, on a notre gars là qui s'occupe du blabla dans la tête, qui dit danger. Et à ce moment-là, ça, mais on n'a pas ça. On n'a pas ça parce que nos intellectuels, soit arrivent à avoir un petit poste et donc ils ont peur, et ils ont raison d'avoir peur. Je veux dire, sur la question de l'islamophobie, il y a des noms en Belgique qui émergent du monde universitaire? Rien, nada. Est-ce qu'il n'y a pas d'intellectuels universitaires spécialistes de la question? Si, il y en a plein, et ils sont excellents. Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas la parole? Parce qu'on ne leur donne pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'imposent pas? Parce qu'ils ont peur. Ok? Et ils ont raison d'avoir peur parce qu'ils savent que s'ils se font virer, il n'y a personne qui viendra pour les soutenir. C'est aussi ça que ça a montré l'affaire Sohail Chicha. Ça a montré que quand on lynche quelqu'un, les gens qui ont un intérêt objectif à le défendre ne l'ont pas fait. Donc, pourquoi est-ce que tu veux que le pouvoir se gêne? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il se gêne? Et lui, il est intelligent, il a compris. Il a compris qu'il fallait abattre Chicha. Qui était Chicha? Un assistant de seconde zone, sans relais politique. Je veux dire, rationnellement, tu dis, mais pourquoi faire chier? Limite, tu le laisses parler, quoi. C'est un assistant. Qui j'étais? Assistant? Qui me connaissait? À l'ULB, j'étais un bête assistant. Mais eux, ils ont compris le danger. C'est quoi? Ils ont, ouh là, là, on a affaire à un géant et il y a un neurone qui se réveille. Chicha, c'est un petit neurone de ce géant. Et il s'est dit, putain, il faut mieux tout de suite passer au scalpel le neurone parce qu'il pourrait y en avoir un deuxième et un troisième. Et si le géant a assez de neurones, il se réveille et il marche. C'est pas la condition. Ouais, là-dessus. Donc c'est vraiment. C'est pas la condition des indigènes de manière générale, mais si on va parler par exemple ici de la communauté, de la communauté indigène, donc arabo-musulmane, entre autres. Concernant l'affaire Chicha, donc quand je parle de conditions, des conditions de vie dans le sens où ils sont majoritairement non, parce que ils appartiennent majoritairement au prolétariat. Non, j'ai envie de te dire. Alors, l'exclusion sociale, on peut dire que l'exclusion ultime, c'est quand que tu n'as même plus la capacité de te rendre compte que tu es dominé. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément le cas. Un des autres freins, c'est quand tu penses que tu as encore beaucoup de choses à perdre. Par exemple, tous les gens qui soutiennent Tariq Ramadan, pourquoi est-ce que Tariq Ramadan suscite une telle mobilisation? D'abord, Tariq Ramadan est un héritier, c'est plutôt un petit bourgeois, on est d'accord. Grandi à Genève. Tariq Ramadan, pour moi, c'est l'indicateur parfait de l'islamophobie. Pourquoi? En réalité, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il subit une telle violence islamophobe? A priori, qu'est-ce qu'il demande aux jeunes, aux musulmans d'Europe? Il leur dit, en gros, intégrez-vous, devenez de bons petits bourgeois. Tariq Ramadan n'aurait pas été musulman, il serait centre-gauche, bobo, tu vois? Donc, a priori, le système devrait encourager quelqu'un comme Tariq Ramadan.
Qu'est-ce qu'il dit, Tariq Ramadan? Il dit surtout pas révoltez-vous, il dit le contraire de moi. Moi, je dis révoltez-vous. Tariq Ramadan dit soyez des enfants sages, devenez de bons petits bourgeois, soyez polis, bien éduqués. Chicha, il dit non, au contraire, soyez des sauvages et tapez sur la table. Avec intelligence, sachant que l'autre va réagir, ne faites pas de fautes, ne faites pas ce qu'il attend que vous faites, ne soyez pas raciste. Attends, mais si de la violence symbolique, mais pas physique. N'utilisez pas la violence, pourquoi? Parce que de l'autre côté, ils attendent que vous le fassiez et ils sont plus forts que vous. Ne soyez pas raciste, ils attendent que ça. Ne soyez pas sexiste, antisémite ou homophobe. Ils disent que vous êtes ça, ne leur donnez pas raison. Trouvez des astuces. Ayez de l'intelligence, faites de la guérilla. Voilà, là, il faut faire de la guérilla intellectuelle. Être là, on ne s'attend pas, de l'humour. C'est ce que font les rappeurs. Tu prends quelqu'un comme, j'ai oublié son nom, par exemple, qui a écrit Lettre à la République, comment il s'appelle? Kerry James. Tu vois ces textes, j'ai envie de dire, il va plus loin que la majeure partie des intellectuels, que bon nombre d'intellectuels indigènes aujourd'hui. Ben, le gars, il n'est pas énarque, il n'a pas fait l'université. Enfin, je ne crois pas en tout cas, je ne connais pas son parcours, mais tu lis Lettre à la République, mais c'est d'une puissance, c'est très fort, ou Zep, c'est très fort leur texte. Zep, il est pas né millionnaire, il ne vient pas de l'ENA, mais voilà, tu écoutes ce qu'il fait, tu dis, waouh, c'est fort, c'est puissant, c'est beau, il y a de la vie, et ça, c'est des outils de lutte. Donc, on ne doit pas se cacher, les contraintes du système, on les connaît. Une qu'on a tendance à oublier, c'est le système va te pousser à la faute. Tu vois, il va te pousser à la faute et la surexploiter. Il ne faut pas la faire, la faute. Et il ne faut pas faire la faute. Tu vois, et Belkacem, il a fait la faute. Il a fait la faute, tu vois. La faute, c'était, on croit que, à voir, toujours est-il que quand je dis qu'il a fait la faute, il a sans doute fait un certain nombre de fautes, parce que Belkacem aussi exprime l'intégration du discours. Belkacem, c'est la version indigène de l'extrême droite. Que dit-il? Pas au sens du discours porté. Belkacem, il dit, en fait, pour être un peu plus précis, parmi les minoritaires, tu as toujours une tendance qui consiste à dire on ne peut pas vivre avec les autres, donc on n'a pas d'avenir comme minorité, donc on doit devenir majoritaire. C'est ce qu'ont fait par exemple les Juifs avec le sionisme. Les Juifs, au sein des Juifs, une partie d'entre eux ont fait le constat qu'ils étaient une minorité, ça ils l'ont appris à leur corps défendant, et donc une partie de eux ont dit la seule manière pour nous de nous protéger, c'est de ne plus être minorité. Et donc on devient des colons, on colonise une terre et on devient des blancs. Et donc les Israéliens sont des Juifs qui sont devenus des blancs. Ok? Bon. Belkacem, c'est ce qu'il disait aussi en gros. Il dit on vit comme là, que musulmans et les autres, non. Oh, donc, c'est un devenir majoritaire. Ça, face à un système qui, lui, te dit, qui érige en valeur, les valeurs que tu ne peux pas lui contester, qui est le vivre ensemble, la reconnaissance de l'autre et tout ça, là, tu te mets en faute. Parce qu'en réalité, tu fais la même chose que lui veut faire, mais lui, il a l'intelligence de ne pas le dire. Voilà, donc il ne faut pas faire de faute, il faut être très, très précis et il faut développer de l'intelligence. Rappelle-moi où j'en étais dans le fil de mon raisonnement, j'ai oublié. Non, c'était la dernière question. Je disais, est-ce que, dans la dernière question que j'avais évoquée, c'était... je voudrais terminer sur l'articulation entre la simultanéité... Voilà, ça va ensemble. Alors, sur la question de la répression, par exemple, mon histoire personnelle. Bon, si j'ai déclenché une telle folie, je sais qu'on reviendra par la suite, mais quelques éléments qui permettent de répondre ici. Tout ce qui ne tue pas renforce aussi. Donc aujourd'hui, intellectuellement, je ressors infiniment plus renforcé, mais également plus radical, parce que jusqu'à la Burqa Pride, d'ailleurs mon statut Facebook le montrait, c'était l'égalité par tous les moyens possibles. Ok ? Aujourd'hui, des fois, lorsque je suis de mauvaise humeur ou que je n'ai pas bien dormi, je dis je ne veux surtout pas être l'égal du blanc. Je veux dire, un tel niveau de connerie, non merci. Voilà. Et donc, c'est entre ces deux tensions qu'il faut évoluer. Mais là, je me fais moi-même la leçon en disant non, il faut. Et donc, je reviens vers le blanc. Avec tout le mépris que j'ai pour sa bêtise, je continue à lui tendre la main. Mais donc, il faut continuer. Je lui tends la main comme on tend la main à une bête quand même. Je suis conscient qu'il peut me mordre et qu'il a de gros crocs. Donc, dès qu'il commence à remuer la queue... Non, c'est assumé. Pour
Ouais, c'est bon. Donc oui, non, j'assume les propos, mais quand je parle encore une fois de blanc, je dis bien, c'est une définition relationnelle. Quand je parle des blancs, c'est l'ensemble des Pas la corps. peau, hein, Non, c'est la négation de la peau. Les blancs, quand ils disent blanc, font référence à la peau. Quand moi je dis blanc, je fais référence au privilège qu'une partie de la population a sur l'autre. D'accord. C'est juste ça. Le jour où ces corps n'ont plus ce privilège sur d'autres corps, les blancs, les indigènes n'existent plus. Si tu veux, dans ma conceptualisation, dans la question indigène, le blanc et l'indigène n'existent que l'un par rapport à l'autre. Tu vois, le jour où il n'y a plus d'indigènes, il n'y a plus de blancs. Et le jour où il n'y a plus de blancs, il n'y a plus d'indigènes. Oui, oui, c'est ça. Tu vois, de la même manière que tu peux dire que noir et blanc n'existent, le noir n'existe que parce qu'il y a blanc et blanc n'existe que par rapport à noir. Le jour où on dira plus noir, c'est le blanc qui a créé le concept de noir. Hein. Un Congolais qui rencontre un Rwandais au Sénégal, il lui dit pas je suis noir et toi. Donc la définition de soi, c'est quelque chose de situé socialement. De la même manière, un Marocain qui rencontre un autre, un Marocain au Maroc ne va pas se définir comme musulman. Pas comme identité première, quoi. Tu vois mal, je suis musulman et toi? Enfin, sauf si tu penses que l'autre n'est pas ou tu vois, ou qu'il est juif ou chrétien. Se définir géographiquement. Bah oui, tu vas dire moi je suis de Tétouan et toi moi je suis de Tanger, tu vois. Donc la définition qu'on a de soi n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, un donné, c'est quelque chose qui est construit socialement et qui dépend d'un contexte. Par contre, si on se rencontre, je sais pas, à New York et qu'on se connaît pas, là je pourrais dire je suis marocain et toi. Tu vois? Ouais, clairement. Tu vois? Voilà. Ouais, bah écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Avec grand plaisir. On aura l'occasion de revenir sur l'affaire Chicha et sur éventuellement le traitement, enfin avec grand plaisir. La critique de l'actualité belge économique. Avec grand plaisir et merci à vous de m'avoir donné ce temps de parole. Merci à vous. Voilà. Comme vous voyez, l'intellectuel n'est rien sans, sans la militance et c'est vraiment important. Et quand je dis intellectuel, ça ne veut pas dire que je dis que je suis plus intelligent qu'un autre ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est juste une question de travail. BHL est un intellectuel. Pour moi, c'est un abruti fini, mais c'est un intellectuel. Et Forest est une intellectuelle, même si c'est le summum de la bêtise. Il y a une bêtise savante. La plus bête des bêtises et la plus dangereuse des bêtises est la bêtise savante. Et c'est contre cette bêtise savante que l'intellectuel, lui, doit travailler. Donc c'est une lutte permanente. C'est une lutte permanente. Merci beaucoup. Avec plaisir.